Bien, bonsoir à tous. J'avais 50 minutes. Il va être 20 h et donc on va ouvrir cette séance du conseil municipal. Il est 20 h, me dit-on. Je voulais, pour ce premier conseil municipal de l'année, au-delà du message que j'ai adressé collectivement à chacune et chacun, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2018, au-delà des considérations autour de cette table pour vous-même, vos familles et vos proches, mais aussi des vœux pour notre commune, les différents projets qui sont mis en œuvre et, je dirais d'une manière générale, la dynamique globale que nous poursuivons et au service de laquelle nous sommes ici tous engagés, de différentes manières, mais ici tous engagés. Je voulais aussi, en ouverture de ce conseil municipal, vous informer de la démission de notre collègue Isabelle Chambérosset. Alors, cette démission est arrivée après l'envoi du conseil municipal de ce soir, donc la situation, je dirais, va se stabiliser d'ici la séance du mois de février, mais je tenais à vous en informer collectivement ce jour et vous dire que j'ai accusé réception de sa demande le 15 janvier dernier et que j'en ai donc informé, comme il est de règle, le préfet à la même date du 15 janvier 2018. Voilà. S'agissant de notre séance de ce soir, quelques procurations de Floriane Capellaro pour Véronique Bertin, de Daniel Mianet à Jean-Charles Massiago, de René Chevalier à Noir-Kismoun, de Damien de Segli à Aïcha Desmonaz et de Inès Souissi à Florence Scarpetta. Nous allons désigner nos secrétaires de séance, si vous voulez bien, Bernard et Philippe Nivelle qui me regarde, ça veut dire qu'il doit en avoir envie. Donc il en est ainsi décidé. Nous avons à approuver notre PV de la réunion du conseil municipal du 21 décembre, dernier conseil de l'année. Il y a eu les allers-retours traditionnels. Est-ce qu'il y a des remarques complémentaires ? Bernard, vous me regardez, ça veut dire que vous devez aussi en avoir envie. Je pense, mais je ne parle pas. Très bien. Écoutez, merci de la remarque constructive. C'est très descartien, ça. Hein, le cogito. Non, mais je pense qu'on s'approche de PV qui soient les plus fidèles de nos échanges. Et je crois que le son, vraiment, tous autour de la table, on peut dire que ces bandes son, c'est indigeste si on l'écoute de bout en bout, mais c'est un véritable outil qui permet de récupérer la totalité de nos travaux et les positions de chacune et chacun, puisque ça fait partie de la démocratie locale. Philippe. Oui, par rapport à ce procès-verbal, je voulais dire que figure la mention de absent alors que j'étais excusé puisque j'avais donné un pouvoir. Donc effectivement, physiquement, je n'étais pas là, mais il est indiqué absent dedans. Attends, parce que j'ai eu une petite perturbation locale. Pardon. Donc tu es noté absent et tu étais présent, c'est ça ? Excusez. Non, autant pour moi, j'ai un PV de retard. Bon. Donc on va retirer 10 secondes à la bande-son de la séance d'aujourd'hui. Très bien. Donc sur ce PV, je note qu'il n'y a pas de remarques complémentaires. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Je dois vous informer d'une décision qui a été prise au titre de l'article L2122-22. Il s'agit d'un avenant à la convention d'installation technique d'un appareil de vidéoprojection en gare. En fait, le sujet est assez simple. Nous avons un appareil de vidéoprojection qui se trouve dans la partie gare routière. La gare routière est exploitée par Transfert Route. La gare routière. J'ai tout coupé. Là, oui. La gare routière est exploitée par Transfert Route.
Et Transferroute était dans les compétences du département, s'agissant des transports, à la faveur, ou en tous les cas en conséquence de la loi NOTRe, la compétence transport est devenue une compétence régionale, ce qui fait que la SEM Transferroute est aujourd'hui, et en tous les cas jusqu'à renouvellement du marché qui est annoncé pour l'été 2018, l'exploitation est donc reprise par la région avec un avenant qui a fait passer de l'un à l'autre. Et comme nous sommes liés à Transferroute et que l'exploitation change de titulaire, eh bien, il nous faut prendre un avenant. Bon, attends, ça c'est... Il nous faut prendre un avenant pour... c'est quand même plus agréable. Pour tout simplement adapter notre installation technique avec la nouvelle exploitation de la gare. Voilà. Donc c'est un point de détail, mais voilà, ça fait partie des décisions. C'est pas clair ce que je vous ai dit. C'est bien de le reconnaître. C'est super de le reconnaître. Alors. La compétence transport était au département, elle est désormais à la région. L'exploitation des gares routières, c'est un prolongement de la compétence transport. Les gares routières et d'ailleurs l'aéroport, sur sa partie gare routière, enfin sur sa partie complémentaire, sont exploités par Transferroute. Le contrat de Transferroute avec le département, dans le cadre d'un marché public, a migré, dans le cadre d'une convention, vers la région. Donc, les termes de l'exploitation des gares routières évoluent, puisque c'est toujours Transferroute, mais pour la région et plus pour le département. Comme nous étions liés par convention avec Transferroute sur l'installation du vidéoprojecteur, il faut que l'on fasse évoluer notre relation par le biais de cet avenant pour prolonger de la même manière le vidéoprojecteur avec le reste. Voilà. C'est un peu plus clair. Simplement, ce que vous voulez nous dire, c'est que ça, c'est une décision du maire et pas une décision du conseil municipal. Tout à fait. Vous avez la compétence pour décider de cet avenant sans l'avis du conseil municipal. Tout à fait. Je vous en informe, mais c'est effectivement une décision du maire au titre des conventions, et des avenants qui, pour le coup, en plus, n'ont pas d'incidence financière. Hein, je tiens à le rappeler, c'est une autorisation simplement. Donc, on est là sur des sujets qui sont vraiment des épisujets. Hein, voilà. Bien, je vous propose qu'on en arrive sur les rapports. Le premier, pour lequel je passe la parole à Florence Carpetta, concerne l'indemnité de conseil au comptable du Trésor. Donc, comme prévu par les textes, les communes et les groupements de communes peuvent verser en tout ou partie au comptable du Trésor une indemnité de conseil qui est allouée selon un pourcentage de 0 à 100% et votée par l'Assemblée délibérante. Pour ce faire, il convient que le conseil municipal délibère dans ce sens. Monsieur le maire propose de délibérer pour fixer cette indemnité à 50% au trésorier de Moutier pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, sur la base des états liquidatifs joints à la présente délibération, soit 916,61 par 50%, 458,31 pour une gestion de 300 jours pour Monsieur Auger et 183,32 par 50%, soit 91,66 pour une gestion de 60 jours pour Madame Zanetto. Vous avez donc tout le détail annexé. Alors on est ici dans une délibération très classique qui est toujours accompagnée de nombreux débats dans l'ensemble des collectivités. On l'a rencontrée hier, Madame Zanetto, et je dois pouvoir dire que ça a été un entretien de grande qualité. Quelles sont les remarques et questions sur ce sujet ? Le législateur permet donc une fourchette de 0 à 100%. La proposition qui nous est faite ce soir est donc de 50%. Qu'est-ce qui motive cette proposition qui est à 50, pourquoi pas à 100 ?
Pourquoi puisque au cours du mandat, au cours de la présence de M. Auger, on n'a pas eu... Enfin, nous n'avons pas eu l'occasion, nous, de le rencontrer. Moi, je ne connais pas cette personne, juste sa fonction. Donc, pourquoi on est à 50%, quoi. Alors, l'année dernière, on a fait évoluer la manière de traiter la question pour 2 raisons. La première, c'est que nous souhaitions marquer le mécontentement général des collectivités à l'endroit de l'État et plus directement des finances des collectivités à l'endroit de l'État. Et c'était la première motivation de ce passage à 50%. La deuxième raison, qui était plutôt attaché au service rendu, qui n'était pas celui que nous pouvions attendre. Voilà. Ce sont ces 2 raisons qui ont conduit à ce que nous passions à 50%. Et pour tout vous dire, moi je serais assez tenté de donner un signal positif à Madame Zanetto dans le prolongement de l'entretien que nous avons eu hier. On était resté, enfin je vous dis, c'est pas mon habitude de changer les rapports en cours de séance, mais on a vécu de manière assez difficile la période de M. Auger, je lui ai dit, donc je peux le dire ici, et on est resté sur cette dynamique. Alors, si on en a la possibilité, je me tourne vers Dominique, mais si on en a la possibilité, moi j'aurais été assez favorable. C'est du ressort du symbole, hein, parce que Madame Zanetto, c'est 2 mois. Mais parfois les symboles ont de l'importance. Et vraiment, cet entretien d'hier a été d'une grande qualité. On sent qu'on va pouvoir retrouver un travail de vraiment en cohésion et en partenariat avec la trésorerie. Madame Baird. Pardon, Monsieur Divelle a posé déjà une partie de ma question. C'était tout à fait ce que je voulais poser également. Et je me réjouis que vous preniez cette décision, parce que je trouvais que c'était quand même un peu dur pour une nouvelle comptable de donner un tel message. Et c'est bien qu'on aille dans ce sens. Bon, c'est vrai que vous disiez un message. L'année dernière, vous aviez parlé d'un message envoyé à l'État. Aujourd'hui, rien n'est vraiment libellé sur le rapport. Vous en êtes expliqué. Voilà. Parce que si c'était que le message, on ne va pas donner le message tous les ans et pénaliser le comptable du Trésor. Vous comprenez, hein? Bon, là par contre, oui, c'est quand même assez peu. Ça impacte peu le budget de la commune, hein, cette indemnité. Voilà. Donc c'est une bonne chose qu'on donne un signe fort à Madame Zanetto. Je m'en réjouis. Bon, au sujet du service de Monsieur Auger, je ne peux pas en parler directement, mais voilà, c'est bien qu'on s'en explique ce soir. Oui, l'objet de ma question était justement de ne pas pénaliser Mme Zanetto à son arrivée, puisque sans l'avoir vue à Moutier, j'ai d'autres échos par ailleurs, et je pense que le signe de mettre 50% et non pas 100% n'était pas un signe d'encouragement. Donc je m'inscris dans le cadre de passer à 100%. Ce que je vous propose, et qui semble, je crois, faire en tous les cas la synthèse autour de la table, c'est que nous proposions, dans la mesure où cela est possible, de passer l'indemnité à 100% s'agissant des 60 jours de Madame Zanetto, ce qui permet de, je pense, répondre aux attentes qu'on exprime ici. Et on vérifie la faisabilité. Si d'aventure ça n'était pas possible, eh bien on fera comme le rapport était rédigé, et je vous en informerai alors au prochain conseil. Philippe. Je reviens sur le point. Si toutefois ce n'était pas possible, parce qu'il est prévu dans la délibération qui nous a présentée ce soir, 50%. Peut-être serait-il possible dans ce cas-là à surseoir la décision et à se prononcer au Conseil de février. De toute façon, s'agissant au-delà de la question financière, le symbole de l'accueil d'hier et des mots avec lesquels nous l'avons reçu ici, elle a très bien compris la logique dans laquelle nous nous inscrivions. Donc il n'y a pas de difficulté en la matière. On retient ce principe, et c'est là-dessus que je vous propose de délibérer, que nous soyons à 100% s'agissant de Madame Zanetto et que nous soyons à 50% s'agissant de Monsieur Auger.
Ça vous convient? Des oppositions, des abstentions? Je profite ici de faire une petite incise par rapport à nos rapports pour vous dire qu'il y a un sujet autour de la hausse de la CSG. Et je vous le dis, ça vous avez l'actualité. Ça veut dire que vous n'avez pas allumé la télé ou ouvert un journal depuis très longtemps si vous n'avez pas vu que dans ce pays, on augmente la CSG de 1,7%. 7 points. J'ai proposé que nous n'appliquions pas cette mesure dans nos collectivités tant que les mesures de compensation sur les salaires de nos agents ne soient pas opérationnelles. Il y a eu une petite tribune dans le Dauphiné, vous l'avez peut-être vu, et donc c'est ce que nous faisons. Et nous sommes en accord avec Madame Zanetto, avec qui on a évoqué l'affaire, et j'en ai informé aussi évidemment le préfet et le secrétaire général de préfecture. Donc nous procéderons de la sorte, parce qu'il n'y a pas de raison que nos agents, fût-ce pour quelques dizaines d'euros, mais on sait que pour certains ça peut être une centaine d'euros, nous n'appliquons pas tant qu'il n'y a pas la compensation, et nous régulariserons dès lors que les compensations seront mises en œuvre. Je dis quand même au passage que les compensations ne sont pas totalement payées par l'État. Ce qui veut dire que les collectivités paieront la différence. C'est donc une nouvelle charge transférée de l'État aux collectivités locales. Je le redirai d'ailleurs demain au Premier ministre, ce qui n'est pas tolérable après le combat qu'on a mené au cours de cette année 2017 et qu'on poursuit d'ailleurs. S'agissant de notre collectivité, je pense que ça nous coûtera annuellement entre 20 et 30 000 euros. On pourra vous le redire de manière totalement précise dès lors que d'abord la circulaire de la Direction générale de l'administration de la fonction publique sera parue et qu'on aura pu calculer réellement les compensations avec les moteurs adaptés. Voilà. Le rapport numéro 2, Florence, concerne... On vote quand même. Ben, si je l'ai fait, mais de manière un peu... Bon. Est-ce qu'il... Vous réécouterez le... Non, mais je le refais. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et vous réécouterez la bande, je suis sûr de ne pas avoir manqué le cap. La bande, on s'apercevra qu'on n'avait pas le temps de répondre. Hein. Nous allons donc ralentir le rythme. Si vous voulez bien me donner la parole, monsieur Witzel. Ah ben absolument, je vous... Merci. Je donne donc la parole à Florence Carpetta pour une délibération très classique relative à l'engagement des dépenses par anticipation du budget. Florence. Donc le conseil municipal peut, par délibération, autoriser le maire à engager et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif, et ce dans la limite des sommes ne pouvant dépasser le quart des dépenses inscrites au budget de l'année précédente dans les articles correspondants. Concernant la situation pour 2018, les sommes maximales que le maire pourrait engager et mandater donc sont détaillées dans le reste du texte, hein, dans le rapport. Donc je ne vais pas vous relire toutes les sommes. Hein. Voilà. Je suis sûr que ça appelle des remarques. Bernard. Oui, donc vous nous listez un certain nombre de projets d'investissement qui méritent des précisions. Subvention d'équipement versée au département, 9 950 €. Si vous pouviez préciser de quoi il s'agit. De même, subvention d'équipement versée aux autres communes, etc. Pour toutes les lignes, en fait, j'ai un certain nombre de questions et je me demande, par exemple, construction de bâtiments, immobilisation en cours, c'est un montant très précis, 40 503,75 €. Est-ce que vous avez quelque chose de précis derrière ou est-ce que c'est simplement un calcul en ratio? Est-ce que c'est un calcul de ratio? Ensuite, je vois donc réfection salle des fêtes, 4 860 €. Alors, s'agit-il d'un premier engagement ou un ordre de service qui est déjà donné concernant la rénovation de la salle des fêtes qui fera peut-être l'objet du vote du budget 2018 Ensuite, réhabilitation du bâtiment de Ex-Ocivum, 35 000 €. Pour répondre, parce que toutes vos questions, en fait, je vais vous répondre tout ça. Oui, alors attendez, je finis quand même. Réhabilitation du bâtiment Ex-Ocivum, tel que je lis le rapport. Hein, je me dis, tiens, ça a été fait
ça a été fait en 2017. Donc pourquoi, n'est-ce pas, un reste à réaliser? Pourquoi le mettons en investissement nouveau 2018 Place Saint-Pierre, etc. Enfin voilà. Vous refaites une... Voilà, alors tout d'abord, ça ne correspond pas à des projets. Ce sont tout simplement le quart des dépenses d'investissement qui ont été faites en 2017. C'est au cas où on ait besoin de payer un investissement sur l'un des programmes ou sur l'un des articles, que l'on puisse le faire avant le vote du budget. Mais il n'y a en aucun cas vous parlez de la salle des fêtes, c'est la somme qui était inscrite pour la salle des fêtes et c'est le quart qui correspond au cas où on doit engager quelque chose et qu'on puisse payer. Mais il n'y a pas de projet lié aux différentes opérations pour le moment. C'est simplement pour pouvoir payer si on a besoin ou si... voilà. Donc, je réponds, j'ai la même réponse pour toutes vos questions, en fait. D'après selon ce que vous me dites, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément nouveau par rapport au budget 2017. C'est toutes les lignes qui étaient présentes au budget 2017. Ouais. Bah oui, c'est effectivement, bon, ça me paraît curieux, mais bon. Cette année, en fait, on a mis les centimes, on a pris la somme et on a fait le quart, voilà. Donc on aurait pu arrondir, ça, bon. Mais ça correspond vraiment au quart des dépenses. Alors vous parlez du CIVOM, il se pourrait qu'on ait une bricole à faire et que, voilà, donc c'est pour ça qu'on a maintenu l'ensemble des opérations. C'est aussi vrai pour la rue de l'électricité, parce que les travaux sont finis normalement, ou il y a encore les câblages? Je réponds la même chose, on a pris l'ensemble des investissements et on a fait le quart. Donc sur la rue de l'électricité, elle est effectivement pratiquement finie. Hein, je ne pense pas qu'on a dû payer les dernières factures, mais il se pourrait par exemple qu'il y ait, je ne sais pas, une rupture ou quelque chose qui a changé et qu'on passerait en investissement. Et dans ce cas, il faudrait bien qu'on paye. Sauf à ce que vous me disiez le contraire, mais toutes les opérations du budget 2017 se retrouvent dans cette délibération d'aujourd'hui. Toutes les opérations au quart. Voilà. Y compris dans le budget assainissement, donc 98 000 euros, ça correspond à un quart, ça veut dire qu'il y a eu 400 000 euros à peu près d'investissement en 2017 qui étaient budgétés au niveau de l'assainissement. 400 000 euros? Qu'on a les travaux sur les quais. Hein, voilà, bon, ça fait déjà voilà un certain. Donc, non, mais j'ai la balance. Non, c'est le assainissement. Donc, excusez-moi, Oui, allez-y. Bon, simplement, du coup, effectivement, ça nous donne une explication, disons, de détail de pourquoi vous avez mis ces sommes-là. Simplement, d'une façon générale, comme on le fait chaque année, je vais vous dire que pour nous, c'est mettre la charrue avant les bœufs, puisque le vote du budget, c'est une opération importante de l'année, et les dépenses d'investissement font l'objet au préalable d'un débat d'orientation budgétaire, puis d'un vote de budget d'investissement. Que pour le fonctionnement, il y ait, disons, une continuité pour les 3 mois qui nous séparent du vote au plus tard du budget, c'est tout à fait normal. Pour l'investissement, nous considérons qu'il est indispensable que les dépenses d'investissement fassent l'objet au préalable d'un débat d'orientation budgétaire et ensuite du vote démocratique du conseil municipal. Donc pour nous, c'est un chèque en blanc et on pense qu'il y a d'autres manières de fonctionner. Pour répondre à ce que vous venez de dire, on peut imaginer qu'au mois de janvier, on soit dans l'obligation de changer du matériel parce que les services techniques ont besoin. Et donc, si on devait remplacer quelque chose à hauteur de 10 000 euros, hein, eh bien, on ne pourrait pas payer le fournisseur.
Quand même que vous avez des restes à réaliser par rapport aux investissements 2017. Bon, je ne sais pas à quel montant, vous pourriez peut-être nous le dire, parce que les dépenses non réglées, les factures non réglées à la date du 10 ou du 12 décembre, selon la date où s'arrête le percepteur, ça fait l'objet de restes à réaliser. Donc on peut encore faire des dépenses, on ne peut pas en engager de nouvelles, mais on peut encore payer des factures en début d'année. Et puis d'autre part, quand il y a une urgence, eh bien le conseil municipal peut délibérer sur l'urgence. Je vais laisser Florence Carpetta compléter, mais il y a un point que je voudrais évoquer ici, parce que finalement, quand on fait le compte administratif, ça passe toujours inaperçu. Bien sûr qu'il y a des restes à réaliser, bien sûr. Mais globalement, on est sur une réalisation de notre budget qui est plutôt élevée par rapport à d'autres endroits. Je me tourne vers Dominique, mais j'avais en tête qu'on a réalisé plus de 85% de notre budget d'investissement, ce qui est beaucoup. Et voilà, je voulais quand même vous le dire, parce que si on a réalisé 85%, ça veut dire que par définition, il reste que 15, et s'il reste que 15, c'est moins que 25. Enfin, voilà. Non, mais tout ça est très logique, mais c'est l'occasion de marquer une forte réalisation du budget d'investissement, ce qui est un symbole. On a dit que les symboles avaient de l'importance, un symbole fort. Simplement pour revenir sur les restes à réaliser sont des engagements qui existent, et je parlais de choses qui ne figureraient pas dans les restes à réaliser. Dans ce cas-là, on ne pourrait pas payer. Tout ce qui est dans les restes à réaliser, effectivement, on peut payer les fournisseurs. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération classique aux questions traditionnelles, j'ai envie de dire ? Pas spécialement. Je vais donc le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? 3. Je vous remercie. Vous avez vu, j'ai pris le temps. Hein. Je passe la parole à Noir Kismoun, qui a un micro qui va bien marcher. Quand on change de côté, il va mieux. Concernant une délibération qui intervient dans toutes les collectivités relative à la médecine préventive du Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une convention d'adhésion au service de médecine préventive du CDG du Centre de gestion de la fonction publique de la Savoie. C'est une convention au titre de laquelle la commune adhère donc au dispositif qui nous permet de bénéficier de la médecine préventive. C'est une délibération. Alors vous avez dans le rapport les personnes qui sont concernées. Donc là, en l'occurrence, ce sont nos employés, avec l'objectif, enfin les missions qui sont affectées à la médecine préventive, surveillance médicale des agents, avec les visites médicales d'embauche, les visites médicales périodiques, les visites de surveillance médicale particulière, etc. Et on a une action sur le milieu professionnel. Donc c'est une convention financière avec une cotisation dont le taux est fixé à 0,36% de la masse salariale. Et donc la durée est fixée pour une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2018, si bien entendu vous rentrez en voie de délibération. Voilà. Merci. Je précise d'ailleurs au passage que dans le cadre des relations partenariales que nous avons avec le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale, et notamment pour le service de médecine préventive, nous avons mis à disposition un local pour le médecin, ce qui fait d'ailleurs que d'autres collectivités envoient leurs agents vers chez nous, plutôt que les nôtres aillent vers d'autres collectivités. Voilà. Et cela a été consenti à titre gratuit. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce rapport? Véronique, Philippe. Moi, c'est une remarque générale. La collectivité territoriale ou la fonction publique territoriale a de la chance d'avoir une médecine du travail. Les enseignants n'en ont pas. J'ai eu, en tout et pour tout dans ma carrière, une visite médicale quand je suis rentré comme prof. Depuis, jamais. Ça n'existe pas chez nous. On ne doit pas être des employés comme les autres, des fonctionnaires comme les autres, rien du tout. Je tiens à le souligner quand même, parce que souvent on ne le sait pas. Et je dirais à bon entendeur pour ceux qui pensent que l'État est mieux traité que la FPT. Philippe.
Oui, ma question est un peu dans le même sens. Dans l'industrie, on a de plus en plus de mal à avoir des médecins du travail et à avoir le respect des périodicités, des visites médicales pour le personnel. Dans la convention qui nous est proposée au vote ce soir, il est prévu donc que chaque agent bénéficiera d'une visite médicale tous les 2 ans. Ma question est la suivante. Est-ce qu'au cours des années 2016 et 2017, chaque agent de notre collectivité a pu avoir sa visite médicale ? La réponse est oui. La réponse est oui parce que au-delà de la convention, en fait, ce qui est intéressant dans la convention, c'est que fort du paquet de conventions qui sont passées, le centre de gestion embauche des médecins et qui, eux, tournent dans toute la Savoie et viennent notamment à Moutier pour desservir l'ensemble des collectivités qui nous entourent. Donc la réponse est oui, c'est organisé, c'est comme des tickets, quoi. Donc, et ça marche bien, d'ailleurs. Je voulais aller un peu plus loin que ce que dit Noir, mais c'est dans le rapport, mais c'est pour l'illustrer. On est même sur un renforcement, puisque vous avez vu qu'il y a des extensions de services, notamment avec un psy. Donc on n'est pas sur une diminution de services, mais plutôt sur un renforcement de la manière avec laquelle il est servi. Florence. Est-ce que pour nos emplois d'été, par exemple, le centre de gestion prendrait la compétence? Puisque là, jusqu'à maintenant, c'était les médecins de la ville qui faisaient. De mémoire, il y a un lien avec la durée du contrat, mais il faut qu'on vérifie avant de répondre. Est-ce qu'on a épuisé toutes les questions sur ce sujet? Daniel? Oui, dans la convention de la page 3, dans le paragraphe du haut, donc il y a des engagements là, dans le cadre bénéficiaire. L'adhérent s'engage à associer le médecin de prévention aux actions de formation d'hygiène, de sécurité, etc., là, ainsi qu'à la formation des sauveteurs et secouristes du travail, à consulter sur tous les projets de la commune, etc., à l'informer sur la composition et la nature des produits ou substances dangereux utilisés, ainsi que leurs modalités d'emploi, à lui transmettre des déclarations d'accidents de service ou de maladies professionnelles, et à le faire participer aux études et enquêtes épidémiologiques. Donc, sur ce rapport-là, donc ça demande quand même beaucoup d'engagement du médecin. Comment on peut faire... Et de la collectivité. Comment? Et de la collectivité. Oui, de la collectivité, oui. Donc, comment on peut, par rapport au désert médical, obliger à se faire respecter cette convention? Alors, et pourtant ça arrive. C'est-à-dire que, effectivement, dans le cadre de l'installation du CHSCT, du comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail, on a diagnostiqué un certain nombre de problématiques, dans le cadre également des travaux qu'on mène sur les arbres des causes, c'est-à-dire là aussi on prend des situations où il y a eu des accidents de travail, on réunit l'agent, le chef de service, la direction générale, les ressources humaines et quelquefois le médecin du travail. Donc dans les deux cas, le médecin du travail est associé et même mieux, on fait des visites sur le terrain, donc on va dans les ateliers et on examine la situation. Là, il y a une situation de danger, là, il y a des conditions nécessaires d'amélioration, tout ça mis en perspective avec le document unique sur lequel actuellement on est en train de retravailler pour la mise à jour. Donc le médecin du centre de gestion est associé, alors évidemment dans la mesure de ses disponibilités, on l'a vu 3-4 fois déjà, en tout cas dans les deux dernières années. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est intéressant parce que il a aussi cette vision avec la casquette sécurité et sécurité des agents, donc c'est intéressant. Il n'y a pas que la vision médicale. Merci. Oui, Daniel. Une autre remarque, c'est comment, au niveau du travail qui sera effectué, ça serait intéressant que la commission du personnel puisse saisir, puisque c'est une commission restreinte et fermée.
Il a dit oui. Très bien. Je vous propose de mettre ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je donne la parole à Laurence Rochat, décidément ce soir, pour la fusion des écoles maternelles. Et je remercie Laurence d'être venue jusqu'à nous ce soir, parce qu'elle s'est blessée, et ça veut dire qu'elle va peut-être pas rester avec nous jusqu'à la fin d'ailleurs. Oui, donc on va vous distribuer un nouveau rapport parce que le bas de la page est pas juste. En fait, nous, c'est une décision, on approuve la fusion, c'est pas juste un avis. Donc à l'occasion de la rentrée scolaire 2017-2018, le rapprochement des écoles maternelles des Salines et de Darantasia a été opéré sur le site du pôle scolaire Darantasia dans un objectif pratique et logistique et en vue d'un projet global de renouvellement urbain à moyen terme. L'Académie et le rectorat viennent de proposer, au regard des adaptations des établissements aux effectifs constatés, la fusion des deux établissements, ce qui concrétisera par une fusion administrative et une direction désormais unique. Donc il faut savoir qu'au mois de décembre, on a rencontré M. Gilardot, le DAZEN, et le nouveau inspecteur académique, donc je ne me rappelle pas son nom, je n'arrive pas à l'enregistrer. Et donc on a eu un échange qui était fort sympathique sur le sujet et sur l'avenir notamment de nos écoles. Donc le conseil d'école qui rendra, lui, pour le coup, un simple avis, se prononcera le lundi prochain, puisqu'on avons un conseil d'école lundi prochain. Donc ce projet apportera en effet une continuité pédagogique de la grande section de maternelle au CE1, donc ce qui est le nouveau découpage, enfin depuis 2 ans, et permettra de développer plus facilement des actions collectives et de mettre en œuvre des mutualisations de moyens, tant pour l'éducation nationale que pour la mairie. Une meilleure mixité sera en outre permise. Une seule direction délivrera enfin un interlocuteur unique, source de simplicité. C'est pas très simple cette année, donc ça rendra un peu les choses plus fonctionnelles l'an prochain. Donc en fait, ce soir, ce qu'on vous demande, c'est d'approuver la fusion de l'école maternelle des Salines et de l'école maternelle d'Arantasia à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018. Une fois que tous les avis nécessaires auront été requis, faut savoir que nous, on a force de décision. C'est-à-dire que si on décide ce soir de fusionner les écoles, quels que soient les avis des autres partenaires, elle se fera. Et donc, on confirme que l'école maternelle fusionnée s'appellera l'école maternelle d'Arantasia. Merci Laurence. J'ajoute un petit bémol, si je puis dire, dans la démarche de ce qui vient nous être indiqué. C'est qu'en réalité, les avis, on sait quels ils seront, puisqu'en réalité, du côté de l'inspection et du côté de l'école, il y a eu une demande pour accéder à cette fusion. Donc il peut y avoir effectivement des voix dissonantes sur le plan syndical, mais d'une manière générale, les avis du côté de l'équipe enseignante et de l'inspection sont conformes au rapport qui vous est proposé ce soir. Philippe. Au terme de cette fusion, et dans le cadre de projets d'expansion, de création de nouvelles classes maternelles, comme ça a été le cas pendant un moment, ou d'une nouvelle section primaire, quelles sont les possibilités d'extension aujourd'hui si, à la rentrée 2018, il y avait la création d'une nouvelle classe maternelle, par exemple? Alors, il y a 2 choses à dire. La première, c'est que quand on se retrouve face à une situation où il faut trouver de la place, on se débrouille toujours pour en trouver. C'est pas le cas en l'état. Et ça, c'est la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on est plutôt dans un creux des effectifs. Donc, et d'ailleurs, ce creux va se déplacer maintenant d'année en année, évidemment. Tout ça est lié à la démographie. On est plutôt aujourd'hui avec des naissances, avec des volumes de naissances soutenus. En tous les cas, c'est ce qu'on constate pour 2017, Laurence, c'est ça. Donc là, on est dans le creux. Ce qui veut dire que comme on est dans le creux, il n'y a pas de perspective d'ouverture. On est plutôt dans une perspective de prudence, voilà, de prudence. Et c'est là où justement, ce à quoi faisait référence Laurence tout à l'heure, qui est de dire on a engagé un dialogue très constructif avec le DAZEN et l'IEN, c'est justement de voir comment on peut apporter le meilleur service dans la situation actuelle d'une école qui est plutôt dans son creux. Bernard. Oui, donc justement, actuellement, il y a 4 classes, je crois, en maternelle. Il y en avait 5 il n'y a pas très longtemps. Là, maintenant, on est à 4 classes. Il y a une moyenne de l'ordre de 20 à 22 élèves, je ne sais pas exactement, c'est de cet ordre-là.
Une des craintes qu'on pourrait avoir, c'est que, compte tenu de la démographie justement, le nombre d'élèves continue à baisser. Parce qu'en fait, d'ailleurs, à propos de la démographie, je voulais dire que malheureusement, monsieur le maire, par rapport à ce que vous avez dit au moment des vœux, malheureusement, le rythme de décroissance démographique ne baisse pas, il a même augmenté. J'ai la courbe ici, j'ai les chiffres. Si vous voulez, entre les deux dernières années, entre le 1er janvier, population officielle du 1er janvier 2017, on était à 3705 habitants, population municipale. Au 1er janvier 2018, c'est le document de l'INSEE, on est à 3607. Ça fait donc une baisse d'à peu près 100, si je me trompe pas. 3705, 3607, ça fait moins 100 en un an. C'est donc effectivement une baisse très importante. Si on regarde par rapport au rythme des 20 dernières années ou des 30 dernières années, on était au cours des années 90 à une baisse de 16 habitants par an dans cette période-là. Dans les années 2000, on était à une baisse de 30 à 40 habitants par an. Et là, on serait à un rythme de l'ordre de 80 à 100 habitants par an, ce qui n'est donc pas du tout une baisse, malheureusement, je le déplore. C'est un enjeu majeur. Vous savez que c'est un enjeu pour nous qui est très important, on en a toujours parlé. Donc c'est un enjeu majeur. On est malheureusement sur un rythme qui n'est pas en baisse, qui est un rythme qui est même en augmentation de la décroissance démographique. Donc l'inquiétude, effectivement, qu'on peut avoir par rapport à l'école maternelle, puisque ça a un impact forcément sur les écoles, c'est que le risque que nous avons, c'est que par rapport simplement au quota d'enseignants par rapport au nombre d'élèves, on risque d'avoir une menace de fermeture d'encore une classe en maternelle. Donc est-ce que, en contrepartie de l'acceptation de la fusion des deux écoles, est-ce que vous avez obtenu, ou est-ce qu'on pourrait rajouter dans la délibération, ce qui nous permettrait, nous, d'être éventuellement en accord avec cette délibération, si on y rajoutait qu'il y a un engagement en tout cas une volonté très forte de notre part d'obtenir de l'inspection académique le maintien de 4 enseignants, quel que soit le nombre d'élèves, sachant que nous ne sommes pas classés REP, mais nous pourrions l'être. S'il n'y avait que les critères de l'école de maternelle, nous pourrions être classés REP. Oui, d'accord, mais les inspecteurs d'académique ont des marges quand même de discussion. Nous pourrions être classés REP. On ne l'est pas à cause du collège qui n'a pas du tout la sociologie que nous avons à Moutier. Et donc, je pense qu'il serait important pour notre ville d'obtenir ce maintien du nombre d'enseignants pour aller dans le sens. Bon, on a entendu parler du gouvernement qui a décidé que dans les secteurs REP, il y aurait un enseignant en primaire pour 12 élèves. Donc, ça irait dans ce sens-là, puisque je pense que notre population à Moutier, avec une partie qui n'est pas francophone, aurait besoin de ce maintien du nombre d'enseignants, quel que soit le nombre d'élèves. Message reçu. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on change le rapport, puisque ce rapport, il est le fruit d'un échange que nous avons eu avec les autorités de l'éducation nationale. Et à aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une revoyure au printemps avec le DAZEN et l'IEN, où on va dire des choses positives. Et on n'est pas ici dans un jeu de contraintes, je te donne donc tu me donnes. Ce qui nous a animés lors de la dernière rencontre dépasse totalement ça, et plutôt de se dire on est collectivement au service d'un projet. Parce que bien sûr que la démographie est un enjeu, bien sûr que ça nous concerne tous dans la commune, mais moi ce que j'aimerais c'est qu'on puisse considérer qu'il faut regarder positivement ce qui se passe sur le territoire, plutôt que de se féliciter chaque matin d'avoir un ménage de plus qui quitte le territoire. Parce que parfois, c'est un peu ce que j'ai le sentiment de ressentir. Non, mais je vous le dis comme je le ressens. Donc, on est dans une démarche de travail constructif avec les autorités d'éducation nationale. On annoncera des choses au printemps. Il est trop tôt pour en parler aujourd'hui. Et le principe, quand bien même nos effectifs sont à la baisse, puisqu'on est dans le creux s'agissant des maternelles cette année, eh bien, que nous puissions plutôt en profiter pour avoir un système adapté à la situation particulière de Moutier,
en faire un élément d'attractivité sans pour autant être classé en REP, puisque, comme vous l'avez dit, il y a un contexte global qui ne nous permet pas d'accéder. Voilà. Véronique. Je dirais simplement que les contacts avec on va dire les inspecteurs locaux, ça c'est très bien, ils seront sûrement évidemment favorables à la situation, mais il faut comprendre les réalités de l'éducation nationale. L'éducation nationale aujourd'hui elle est faite au rabais, on fait des économies sur le dos de nos élèves, quelle que soit la section, de la maternelle au lycée, et que le jour où il faudra, ils décréteront que 20 élèves c'est encore trop, ils supprimeront une classe et on aura 28 par classe, et quelle que soit la situation, ça sera décidé au niveau du rectorat. C'est clair, ça fonctionne comme ça l'éducation nationale, il ne faut pas l'oublier. Véronique, je ne vais pas faire l'injure tu sais beaucoup mieux que moi comment les choses fonctionnent, donc je ne vais évidemment pas renchérir sur ce que tu viens de dire. Mais malgré tout, on sait aussi le pouvoir d'autorité d'un DAZEN dans son département, et des arbitrages qu'il peut opérer sur la base des quotas octroyés par le rectorat. Or aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes, c'est un échange direct avec le DAZEN qui, au regard de ses équilibres départementaux, est prêt à consentir des efforts particuliers pour la commune de Moutier. Et d'ailleurs, il faut que j'ajoute, pour que les choses soient claires pour chacune et chacun, c'est que si nous avons pu avoir cet échange constructif et prospectif avec le DAZEN, c'est aussi, et peut-être d'abord, parce que nous avons eu toute la démarche de Bourg-Centre initiée avec l'État, ce préfet en particulier, la Caisse des dépôts et consignations, et j'en passe, vous connaissez tous les signataires de ce contrat Bourg-Centre. C'est cette démarche-là qui, à un moment donné, a aussi fait écho du côté de l'éducation nationale, et le DAZEN, sans vouloir parler à sa place, nous a dit, mais on est dans un combat commun. C'est-à-dire que si l'éducation nationale donne des moyens d'attractivité à l'école, ça profitera à la ville. Et si la ville retourne dans un chemin de croissance sur la démographie et la population, ça profitera à l'école. Donc, quelque part, on se tient les uns les autres dans cette affaire. Oui, Laurence. Oui, moi je veux juste rajouter que en fait, c'est vrai qu'il y a des difficultés et que l'éducation nationale elle a parfois une façon bizarre de voir les choses. Mais moi je peux vous dire que depuis le début du mandat, on a plutôt été écoutés, on a plutôt travaillé en partenariat, et que même à l'école élémentaire l'année dernière, il y aurait dû y avoir une classe en moins. Elle n'a pas été. On a beaucoup travaillé en partenariat. Je pense que ici ils ont vraiment pris conscience des difficultés de notre école. Ils mettent un certain nombre de moyens pour que tout soit mis en œuvre, pour que ça fonctionne. Donc il faut pas taper toujours dans le mauvais sens. Et je pense que tout notre travail partenarial, il a porté ses fruits. Merci Laurence. Je vais donc... Oui, Véronique. Je finirai en disant simplement, tant mieux pour nous, et tant mieux pour les élèves, mais il faut être aussi réaliste. On habille Pierre et on déshabille Paul. Voilà, c'est tout. Là-dessus, et sur une vision d'ensemble, je rejoins totalement ton propos et ce que tu peux penser en la matière. Philippe. Oui, au niveau de ce projet dans une continuité pédagogique, est-ce que ça s'arrête au CE1 ou ça va au CE2 ? Parce que dans le papier qui nous est donné, je vois de la grande section maternelle au CE1. Alors, je pensais que c'était jusqu'à CE2, mais je me trompe peut-être. Non, c'est le nouveau découpage, c'est que de la grande section au CE1. Après, le CE2, il est un peu... Alors, effectivement, de temps en temps, il rattache le CE2 d'un côté ou il le rattache de l'autre. Et puis après, il y a CM1, CM2 et rattaché avec la 6e. Mais effectivement, le CE2, c'est un petit peu... normalement, il va aussi dans ce projet-là. Mais souvent, il est encore rattaché quand même avec les plus grands. Merci Laurence. Je vais donc mettre ce rapport aux voix. Est-ce qu'il a des oppositions, des abstentions? J'en note 3 et je vous remercie. Je donne la parole à Philippe Soublin pour un sujet totalement nouveau, mais la sécurité d'aujourd'hui n'est pas celle qui existait il y a quelques années encore. Philippe.
Donc, afin de pouvoir accueillir une brigade sentinelle Vigipirate qui aura pour mission de sécuriser le secteur dans le cadre du dispositif Vigipirate, et notamment les trains en transit par la gare de Moutier, la commune a été sollicitée par le groupement des armées. Pour ce faire, la commune louera 3 appartements type T4 à l'OPAC qu'elle mettra à disposition de l'armée. La convention CIANETC fixe dans les conditions de cette location pour la saison d'hiver. Et donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer et à engager des actions visant à la mise en œuvre. En sachant qu'on est sur le rapport 5 et 6, puisque le rapport 5, c'est la convention qu'on va signer avec l'OPAC, et la 6, c'est la convention qui va être signée avec l'armée avec les services administratifs de l'armée. Des questions ? Oui, j'ai des questions. Bon, effectivement, il y a des logements vacants, donc pourquoi pas y mettre l'armée? Donc ça, c'est simplement un commentaire. La question que je me pose concerne l'échelle à laquelle la prise en charge est prévue. Puisque si j'ai bien compris, en lisant les 2 rapports, les 5 et le 6, que vous n'avez pas encore lu, mais qui font un ensemble, donc dans le 5, la commune loue à l'OPAC 3 appartements pour une somme d'environ 1 600 € par mois. Et par contre, en deuxième temps, la commune met à disposition ces 3 logements gracieusement à l'armée. Ça veut dire que ça coûte à la commune 1 600 € par mois. Donc, la première question, pourquoi parce que Vigipirate, disons l'échelle d'action de Vigipirate, c'est pas la commune de Moutier, c'est beaucoup plus large. Donc pourquoi la commune accepterait, je dirais, donc sans en être obligé, souvent on se plaint, quand l'État fait des transferts de charges aux collectivités, on se plaint que c'est obligatoire et qu'on subit. Et là, par contre, on a l'air d'être volontaire pour prendre en charge des services qui devraient être pris en charge par l'État. Les gendarmeries, jusqu'à ce jour, elles sont, même si les investissements sont souvent portés par les collectivités, les gendarmeries font l'objet quand même d'un loyer qui est payé aux collectivités. Donc l'État accepte de payer, le ministère de la Défense accepte de payer son utilisation des gendarmeries. À ma connaissance, les casernes, c'est la même chose. Je ne connais pas de casernes qui sont mises à disposition gracieusement à l'armée. Donc je suis très, je ne comprends pas que d'abord ce soit la commune qui soit éventuellement la porteuse s'il y a un différentiel à supporter, et deuxièmement, je ne comprends pas pourquoi on accepte de prendre en charge ce qui donne normalement du ressort des dépenses de l'État. Compte tenu des nombreux débats et des nombreuses, je dirais, interventions que vous faites par ailleurs dans la presse, monsieur le maire, avec d'autres collègues élus, concernant le problème de financement par l'État, je comprends pas ce message que vous donnez là. Alors, je vous réponds, et Philippe Soublin complétera. On est sur des sujets qui sont pas tout à fait les mêmes. Pour autant, sur la philosophie générale, je partage ce que vous pensez. On est ici dans une dépense qui incombe à l'État, mais qui finalement nous est transférée. Pourquoi est-ce qu'elle nous est transférée? En réalité, il y a des interventions le vendredi, le samedi et le dimanche. On a rencontré un certain nombre de difficultés il n'y a encore pas si longtemps, pour accéder jusqu'à Moutier. C'est un des éléments qui pèse dans la balance, et d'une manière générale, les temps de déplacement qui pèsent dans la balance. Je vous dis quand même au passage que le 30 décembre, on a attendu une équipe de déminage. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait héberger une équipe de déminage à Moutier, mais on a attendu une équipe de déminage de midi à 18h30, ce qui nous a valu de fermer la gare routière de midi à 18h30. Bon, je vous laisse imaginer la pagaille associée. Pardon ? Oui, ça fait partie des échanges sur lesquels on est engagé avec eux. Donc pourquoi est-ce qu'à un moment donné on accepte que la force Sentinelle soit hébergée et que nous financions ces logements? C'est un peu de la même manière que la gendarmerie. Vous le savez, je veux dire, c'est historique que la gendarmerie bénéficie de logements. Ah bah oui, ou alors c'est qu'avant vous n'aviez pas toutes les informations. Le ministère paye la gendarmerie. Mais pour les renforts. Pas pour les renforts.
Oui, mais la force sentinelle, on est dans... On a mis le doigt dans Eh oui, je sais bien, mais on est dans un dispositif de renfort. On va pas donner ici tous les détails des mesures de sécurité qui sont mises en œuvre à la gare, parce que c'est pas du ressort public. Mais on a un travail en profondeur, très engagé avec les différentes autorités militaires et en complément de tous les services de sécurité autour de la gare qui est un lieu stratégique, voilà, qui est un lieu sensible. Donc c'est nous qui avons fait la demande d'avoir la force sentinelle. L'avoir, c'est dans le contexte, malheureusement, dans lequel nous sommes aujourd'hui, aussi faire des concessions pour permettre de les accueillir. C'est comme ça qu'on se retrouve à financer ces logements. Pour autant, il y a un travail partenarial qui se met en œuvre, on en est aux prémices, mais qui se met en œuvre avec les stations qui prennent conscience, jamais trop tard, de ce que nous mettons au service de l'accueil des touristes chez nous. On parle ici de la force sentinelle, mais ça va bien au-delà, sur les accueils en gare, sur les plans d'hébergement, etc., où on est aujourd'hui rentré dans un dialogue très constructif avec eux, et j'ai bon espoir, quand bien même ce rapport est présenté de cette manière-ci ce soir, que nous puissions avoir des conventions qui permettent aux bénéficiaires finaux de pouvoir de participer. On a une forme de responsabilité dans cette affaire. On a une forme de responsabilité parce que s'il devait se produire l'irréparable, ou en tous les cas un événement malheureux à la gare, nous en serions les premiers tenus responsables. Bah, écoutez, vous avez dû donc participer à d'autres réunions que celles auxquelles j'étais. Moi, je peux vous dire qu'on a une responsabilité directe, parce que ce qui est demandé en termes de mesures de protection sur la gare ne peut pas être mis en œuvre. Ne peut pas être mis en œuvre. Je prends un témoin, notre collègue Artusi ici, qui sait très bien qu'on ne peut pas mettre des barrières, des clôtures, des rochers, et tout ce que vous voulez, pour interdire les gens de passer. On bloque les bagages. Enfin, je veux dire, ce qui est demandé sur l'espace public aujourd'hui dans le milieu urbain n'est pas adaptable aux conditions de la gare de Moutier. Et d'ailleurs, l'endroit où il y a le plus de risques, c'est bien celui de la gare même à l'intérieur, avec tout ce qui peut être transporté ou déposé dans cette gare, et c'est là où la force sentinelle a d'ailleurs tout son intérêt. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé. On ne se réveille pas un matin en se disant tiens c'est super, on va louer, comme on a des appartements vides, on va les louer pour mettre la force sentinelle dedans. C'est pas une fin en soi. C'est par construction. L'année dernière, on a tâtonné, et cette année, il faut qu'on puisse apporter une véritable réponse. Elle n'est pas satisfaisante, et j'entends vos arguments, que je peux partager, mais en tous les cas, elle est celle-ci. La somme 1572,44, c'est pour les 3 appartements? Ou c'est par appartement? Pour les 3. 1572,44, c'est 3 appartements par mois. Donc la somme à charge, c'est 3 fois ce total mensuel. Philippe. Oui, dans le cadre du partenariat dont vous avez échangé, via le prisme de l'APTV, on avait initié une participation des communes supports de station lorsqu'il y a des hébergements, comme ça a été le cas notamment le 30 décembre, puisqu'il y avait un fonds de participation à hauteur de 10 000 €. Je ne sais pas s'il est toujours activé, si ça fonctionne. Donc ça fonctionne. OK, c'est très bien. Deuxième question, c'est dans le cadre de cette convention, le point 6, on a à mettre à disposition aussi un local de façon à pouvoir stocker dedans 7 véhicules dans ce local. Aujourd'hui, la valorisation de cette mise à disposition n'est pas précisée dans la délibération. Au regard du contrôle, je dirais, de légalité haute, est-ce qu'on se doit d'ajouter aussi la valorisation de nos garages, puisqu'on a voté un tarif communal pour la location de garage, et là, il n'est pas du tout évalué. Alors, c'est pas pour pinailler, c'est simplement qu'on ne revienne pas sur une délibération au mois de février. Voilà ma question.
Alors on ne le valorise pas pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne sont pas entre guillemets louables en l'état, puisque tout ça est inondé dans le cadre des difficultés rencontrées sur le secteur de la Chaudane. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas valorisés, parce qu'aujourd'hui ils valent zéro en fait dans la situation. Voilà. Alors pour répondre sur la partie APTV, oui, mais moi j'aime les démarches qui visent l'efficacité. Donc, la force Sentinelle, ici, ceux qui auront à participer directement sur les moyens qu'on y alloue, c'est plutôt les Trois-Vallées. Donc, on ne va pas porter ça dans le cadre de la PTV, mais plutôt dans le cadre des échanges constructifs qu'on a avec nos collègues des Trois-Vallées. Alors, on peut dire que Valmorel en profite aussi, oui, d'accord. Mais enfin, en termes de volume, tout le monde aura bien compris que c'est plutôt les Trois-Vallées que ça concerne. Bernard. Oui, donc simplement pour expliquer notre vote, puisque j'imagine que vous allez faire voter dans un premier temps la délibération 5 et ensuite la délibération 6. Donc, en ce qui nous concerne, pour le fait que la commune loue 3 appartements à l'OPAC, ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur le principe, il n'y a pas de souci. Que la commune héberge un service comme Vigipirate, oui. Ensuite, le problème, c'est, ce qui nous gêne, c'est la délibération 6 par laquelle cela n'est pas pris en charge par le ministère de la Défense. Donc ça nous gêne énormément. Donc c'est pour cette raison que nous ne voterons pas pareil pour la 5 et pour la 6. Très bien. Un petit point de syntaxe, simplement. On est d'accord, c'est pas Vigipirate. C'est Sentinelle. Vigipirate, c'est une disposition qui est activé ou qui l'est pas. La force Sentinelle, c'est une force dédiée. Voilà. Alors je sais pas comment on l'a écrit, mais en tous les cas, je le dis juste pour qu'on soit au clair entre nous, c'est la force Sentinelle. Voilà. Bon, alors on est peut-être allé un peu loin. Je pense que Sentinelle, ça doit suffire. Philippe, tu veux compléter ? Juste pour dire que donc la mission Sentinelle sera présente en gros de 8h à 23h sur la gare et qu'on n'est pas dans le grand luxe parce que dans 3 appartements on héberge quand même 27 personnes. Bien, la prochaine fois on mettra au CHU en plus de confort. Je vais donc mettre aux voix ces rapports en commençant par le rapport numéro 5. Le rapport numéro 5 qui vise à donner autorisation au maire de signer la convention de location d'appartements avec l'OPAC dans le cadre de l'accueil d'une brigade Sentinelle. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Et le deuxième rapport, qui est une conséquence du premier, visant à autoriser le maire à signer la convention d'hébergement d'une brigade Sentinelle. Est-ce qu'il y a des oppositions ? J'en vois 3. Des abstentions ? Je vous remercie. Je donne la parole à Philippe Mosca concernant un sujet que nous avions eu l'occasion de voir sous une autre forme déjà. Bien, puis c'est une... Avant que Philippe ne commence, et comme je l'avais dit tout à l'heure, Laurence va aller se reposer, enfin reposer les jambes en tous les cas, et elle donne pouvoir à Éric Laurent, voilà, pour la suite de la séance. Bien, donc c'est une déjà longue histoire. La délibération dont je vais vous donner lecture, ça vient depuis la construction du pont de Butay. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu des parcelles qui ont été acquises, alors je ne me souviens plus précisément, mais entre l'État, la commune, etc., et le département, et il restait un bout qu'on voit très bien sur le plan qui suit, dans lequel il y a un bout de trottoir qui doit être échangé avec la société Perrotin. Donc je vous donne lecture. Le maire expose, en raison de la construction édifiée sur la parcelle A 1954 au nom de Jean-Pierre Perrotin, dont elle a fait l'accord par un permis de construire 244 déposé le 15/6/1977, obtenu le 21/3/1978, et en vue de régulariser l'implantation de celle-ci, il est proposé de procéder à un échange entre la SCI Perrotin et la commune de Moutier. 38,36 m² environ prélevés du domaine public en faveur de la SCI Perrotin. 12,80 m² de la parcelle A 1954 rétrocédée à la commune.
Nota, les surfaces sont données à titre indicatif. Un document d'arpentage sera établi par un géomètre expert une fois le projet validé. En vertu de l'article L141.3 du Code de la voirie routière, le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Dans ce contexte, il est proposé, par délibération du Conseil, de donner une suite à l'offre d'échange entre la SCI Perrotin et la commune dans les conditions citées préalablement. En vertu de l'article L. 1311-3 du Code général des collectivités territoriales, les maires présidents de conseils départementaux et régionaux sont habilités à recevoir et authentifier les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Un acte administratif sera établi par le maire et signé par les deux parties. Un adjoint sera désigné par délibération du conseil municipal pour représenter la commune dans l'acte administratif. Il y a un petit ajout qui est fait qui doit vous être distribué. Donc, vu la délibération du 24 octobre 1989 indiquant que les frais engagés pour cette opération seront pris en charge par la commune, vu la délibération du 6 août 2015 proposant les échanges de parcelles, vu le plan de projet de déclassement 6 juin, le conseil municipal missionne un géomètre pour un relevé de mise à jour du site suite au dépôt de permis de construire en 2012, autorise l'échange de 38,36 m² du domaine public contre 12,80 m² de la parcelle A 1954, charge le maire de l'exécution de cette décision d'échange, désigne un adjoint chargé de représenter la commune de Moutier dans l'acte administratif. Merci Philippe de ce rapport, sujet simple, mais tellement long qu'il en est devenu difficile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un rapport sur table, parce qu'elle est exhumée des délibérations de 1989 s'agissant des frais. On revient aussi avec quelque chose qui est plus équilibré, si on peut avoir le plan, Nathalie, où du coup on arrive à dégager un trottoir sur la totalité en reprenant cette affaire ici qui vient de la SCI Perrotin à la commune, ce qui nous permet du coup de générer un trottoir sur la totalité du pourtour du Ténement, ce qui est assez intéressant. Voilà, donc sujet long qui est devenu complexe. Et puis dernier élément, c'est que tant qu'à désigner un adjoint, je vous propose que ça soit Philippe Mosca pour intervenir dans l'acte administratif, puisqu'il a une lecture d'ensemble, en tous les cas sur les dernières années et l'historique de ce dossier. Bernard. Oui, juste une question, en fait c'est une régularisation puisque ça ne changera rien physiquement à ce qui existe, même le trottoir existe déjà. Une question simplement juridique, puisqu'il s'agit de domaine public, il y a donc au préalable la nécessité d'une procédure de déclassement ou pas? Normalement pour le domaine public c'est obligatoire. Donc parce que là, à un moment donné, la dernière phrase, vu le plan de projet de déclassement 6 juin. Donc, si c'est un projet de déclassement, il faut qu'on délibère sur le déclassement, en même temps qu'on délibère sur l'échange. Mais l'échange, il peut avoir lieu qu'après le déclassement. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, mais puisqu'on reprend la délibération de 2015, oui, mais qui est lié à 2015. Qui est lié à 2015. Ouais. En fait, on régularise la délibération. On est obligé de faire une enquête publique. Oui, qui pourra être conjointe avec le PLU d'ailleurs. Ah oui, on est obligé de faire une enquête publique, enfin, sur le principe, non? Je ne sais pas, il n'y a pas le droit à la parole. Un de nos conseils semblait avoir un avis autre, mais moi je suis assez d'accord avec ça. Enfin, le domaine public, il est inaliénable. Inaliénable. Voilà. Sauf procédure de déclassement après enquête publique. C'est le principe du Code des collectivités territoriales. Donc ça, c'est ce qui est conforme à 2015. Philippe.
En fait, on vient, si vous voulez, dans la partie de la délibération de 2015, ce qui reste vrai, c'est la demande de déclassement. Ce qu'on reprend, c'est les surfaces qui intéressent le projet. Il n'y avait pas dans la délibération de 2015 d'échange. On était dans on concernait simplement le morceau vert, quoi, si vous voulez. Voilà. Donc là, on va un peu plus loin, en accord avec M. Perrotin d'ailleurs, évidemment, ce qui permet du coup d'avoir cette question du trottoir qui est quelque part légitimée dans sa forme juridique. Voilà. C'est ce qui m'a été dit hier, et j'ai dit qu'en tout état de cause, 2015 nous avait donné une demande de déclassement, et comme on a une enquête qui se profile, le cas échéant, on la raccroche sur le commissaire enquêteur. Non, il y a eu, au moment où il y a eu pris cette délibération, déjà dans les années 90-2000, enfin dans cette période-là, d'autres alignements et d'autres échanges. Et notamment, je pense, dans la partie de... comment ça s'appelle enfin bref, dans des virages qui ont été réaménagés dans la zone des Salines. Et peut-être que là, effectivement, il n'y avait pas besoin d'enquête publique pour ces reprises-là. Donc, à vérifier sur l'alignement qu'il y a devant Créative Altitude, là-bas, et tout ça. En tout état de cause, la possibilité nous en est offerte par la délibération de 2015. Moi, je suis assez d'accord avec Bernard sur le principe. Après, on adapte en fonction. Si on peut s'en affranchir, ça simplifie. Si on en a besoin, la délibération de 2015 nous permet de l'avoir. Philippe, pour conclure. Je voulais juste dire que je pense que... Enfin, c'est Henri qui m'a donné l'information, que c'est au moment du pont de Butée. Je pense que la régularisation, elle n'a pas dû être faite correctement à ce moment-là, je pense. Je pense que c'est un oubli à l'origine, quoi. Bon, de toute façon, ça ne fait pas débat, hein, parce que, je veux dire, c'est histoire de régulariser le tellement foncier, donc on va vérifier, et puis, comme l'a dit Dominique, s'il faut, on le passera en enquête publique en même temps. Enfin, ça ne fait pas débat, pour moi. Puisque ça ne fait pas débat, on va mettre ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions. Je vous remercie. Philippe Moscat, toujours pour toujours des affaires foncières, mais cette fois chemin de la Contamine. Ça, c'est un chemin que tous ceux qui marchent un peu ont déjà emprunté, peut-être sans savoir qu'on était chez M. Muller depuis des années. Donc, M. Muller a donc décidé de céder à la commune les parcelles. Alors il y a un découpage, hein, mais globalement ça prend en compte tout le chemin qui monte jusqu'à sa maison et qui va jusqu'au petit escalier qui rejoint la RD 85. Donc je vous donne lecture. Monsieur Jean-Marie Muller a sollicité la mairie de Moutier dans le cadre de la vente de sa maison, 185 chemin de la Contamine, 73 600 Moutier. En effet, lors de cette mise en vente, M. Muller souhaite rétrocéder des parcelles à la commune de Moutier afin de régulariser la voie communale existante, permettant de desservir la parcelle de sa maison qui est mise en vente, ainsi que les parcelles avoisinantes. Aujourd'hui, M. Muller est propriétaire des parcelles C 1110, 1115, 1116, 1123, 1124, 3 plans de documents d'arpentage présentés en annexe, suivant les parcelles créées. Celle-ci a réalisé auprès du géomètre Alpgéo un document d'arpentage avec le découpage des parcelles qu'il souhaite rétrocéder. Sa maison reste sa propriété privée. Ce document est fourni en annexe de cette présentation. Les parcelles C 1010, 1015, 1016, 1023, 1024 seraient rétrocédées à la commune. L'emprise du projet de l'assiette destiné à être rétrocédé à la commune est de 582 m², voire plan de division du 19 octobre 2017. M. Muller n'a pas souhaité demander une soulte relative à cette rétrocession. En revanche, les frais de notaire seront à la charge de la commune. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la rétrocession, d'autoriser le maire à procéder à la mise en œuvre de cette décision et de prendre en charge les frais divers de la procédure, frais notariaux notamment. Merci. Merci Philippe de ce rapport. On est ici dans un schéma qui est intéressant puisqu'on est face à du foncier qui peut être considéré comme du domaine public de fait, à la faveur d'une cession du bien. Le propriétaire
propose à la collectivité de venir réorganiser le foncier et officialiser, si je puis dire, ce passage, cette circulation. La commune portera à sa charge uniquement les frais qui sont associés de notaire. Bernard. Oui, donc j'ai une première question concernant là, il y a un géomètre qui a fait un travail. J'imagine que c'est à la demande de M. Muller, qui a donc dû payer ses frais de géomètre. Moi, je pense que compte tenu du geste quand même très civique de M. Muller, qu'on peut... Voilà, il me semble qu'il serait peut-être normal que la commune propose à M. Muller de prendre en charge les frais de géomètre. Et ma deuxième... Ce qui a été fait. Ça a été fait, comme ça. En amont. Ok, d'accord. Bon, c'était pas dans le rapport, donc je pouvais pas le savoir. Et puis la deuxième chose, pour aller dans ce sens très intéressant, serait bien que vous nous montrez le plan à l'écran, parce que justement, en prolongement de ce chemin, il y a effectivement un escalier qui permet de déboucher sur la RD 85 et qui est très utile aux randonneurs. On en reparlera peut-être dans une autre instance au niveau des sentiers de randonnée. Et il est très important pour les randonneurs de pouvoir passer par le petit chemin qui permet de déboucher sur la RD 85. Et pour l'instant, ce chemin n'est pas public. Il n'est même pas cadastré. C'est servitude de passage peut-être, mais il est pas. Donc, est-ce qu'il serait pas quand même utile qu'à ce stade, dans le prolongement du geste qu'a fait M. Muller, la commune sollicite le propriétaire de la parcelle 1120, si je ne me trompe pas. La 367. Ah, mais c'est en fait le chemin, c'est le pointillé. Enfin, moi, sur une des cartes que je vois, c'est plutôt 1120. Enfin bon, à discuter. Sur ce que j'ai, moi, en noir et blanc, ça apparaît la parcelle 1120. Celle où il y a la mosquée. Non, je sais pas. C'est 365, 66, 67. Le chemin ? Oui. D'accord. Ok, d'accord. Donc il y a un pointillé, c'est ça, d'accord. Bon, donc est-ce qu'il serait pas possible que la commune sollicite ses propriétaires pour qu'on puisse rendre public également le chemin jusqu'à la RD ? Alors, procédure, disons, dynamique, quoi. On peut effectivement proposer tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'incidence. Il n'y aurait qu'une incidence financière, puisque aujourd'hui c'est du domaine public de fait. Compte tenu des entretiens qui sont opérés sur le secteur, et quand bien même les propriétaires des parcelles 365, 66, 67 auraient pour volonté de venir empêcher le passage, ils ne pourraient pas le faire. Donc on peut se mettre dans une démarche dynamique, mais qui aura forcément un coût pour la collectivité et pas de comment dire. Et rien de plus, quoi, si je puis dire. Voilà. La démarche avec M. Muller, elle s'est inscrite à sa demande et avec la volonté qui a été la sienne de dire il faut que le prochain propriétaire arrive dans quelque chose qui soit organisé, nettoyé et rangé sur le plan foncier. D'autres remarques sur ce rapport ? Philippe. Je reviens au premier rapport avec la SCI Perrotin. Il y a actuellement une occupation d'un domaine public, mais qui doit être un domaine d'État. On ne reviendra pas sur l'échange. Là où il y a du stockage, il n'y a pas de terrains communaux dessus, de l'autre côté de la route. Non, c'est ce qu'on voyait sur le plan tout à l'heure. C'est d'ailleurs, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on pourrait se poser la question, puisque aujourd'hui, le domaine privé va jusqu'au bord de chaussée. Voilà. Et donc, à la faveur de l'échange sur lequel on a délibéré tout à l'heure, il y a une partie de ce domaine privé qui devient domaine public et qui constitue le trottoir qui existe déjà, mais qui vient constituer le trottoir. Ouais, je parle du côté du garage automobile, du garage Renault, où il y a maintenant des occupations. Ah non, ça c'est complètement déconnecté. C'est complètement déconnecté. D'ailleurs, c'est du domaine public État. Autre point, une remarque, ces deux sujets sur lesquels nous avons débattu ce soir sont à l'ordre du jour de la commission d'urbanisme du 23 janvier.
je ne sais pas s'ils seront maintenus à la commission d'urbanisme. En tout cas, on aura délibéré et ils seront présentés après en commission. Oui, on en est conscient et j'assume complètement parce que Philippe Mosca avait proposé que les choses soient faites dans le bon ordre, si je puis dire, et j'ai proposé qu'on maintienne cet ordre baroque, tout simplement parce que, s'agissant du dossier Perrotin, tout ça a beaucoup trop duré, il faut quand même qu'on en sorte, et personne autour de la table ne pouvait méconnaître ce dossier. Et puis, s'agissant du dossier de M. Muller, il n'était pas connu de notre Assemblée, mais comme la session est opérée avec un acquéreur, bon, voilà, il me semblait aussi opportun, compte tenu de la faveur qui nous est faite déjà dans cette régularisation, qu'on ne fasse pas traîner notre interlocuteur. Je vais donc mettre ce rapport aux voix, et je rappelle qu'on parle ici du chemin de la Contamine. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est la soirée Soublin, donc je vais lui redonner la parole à Philippe Soublin, pour évoquer des aspects de vidéoprotection avec la charte éthique. Monsieur le maire rappelle que la mise en place de la vidéoprotection est un engagement fort de la municipalité. Il rappelle que le travail de prévention de la délinquance et de la résolution des crimes et délits est facilité par cet outil, devenu indispensable en milieu urbain. Il rappelle la démarche du projet engagé à compter de la délibération du 17 septembre 2015, avec moi-même, conseiller délégué à la sécurité, qui a permis l'installation de premières tranches de maillage et de matériel en parfaite concertation avec les services de la gendarmerie, la police municipale et les acteurs de la commission locale de sécurité. Il précise que lors de la séance du conseil municipal du 17 septembre 2015, le projet a été présenté. Complémentairement à l'élaboration d'un dossier technique et financier destiné aux services de l'État, il est désormais proposé au conseil municipal d'adopter une charte éthique de mise en œuvre de la vidéoprotection permettant d'informer les usagers et habitants des principes respectés et des garanties mises en œuvre. Il est par ailleurs proposé d'effectuer un bilan annuel de la vidéoprotection et de sa mise en œuvre, dans le respect des libertés individuelles, à l'occasion d'une réunion de la commission dédiée ou du conseil municipal. Donc le projet de charte est joint, vous avez pu le lire. Je pense que vous avez des questions. Madame Baird. Ah, mais j'avais compris que vous aviez des questions. J'ai seulement dit que je l'avais lu. Est-ce qu'il y a donc des questions? Pas spécialement. Écoute, c'est que tout ça est très clair. Je vais donc mettre ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Philippe Soublin toujours. Alors, sur un point d'information, j'insiste sur la terminologie, un point d'information concernant la démarche de réforme de stationnement en ville. On n'est pas là pour décider, on n'est pas là, je dirais même pas là pour forcément en débattre, puisqu'il va y avoir des instances pour cela, et c'est plutôt pour que nous soyons bien au clair sur la manière de travailler. Je précise d'ailleurs que j'ai, parmi les vœux, émis un vœu sur le calendrier de l'opération du stationnement à Moutier, souhaitant qu'à la fin du premier trimestre, c'est-à-dire au début du second, M. Soublin, que nous puissions avoir arrêté la manière avec laquelle on souhaite que le stationnement soit traité à Moutier. Alors, donc, suite à la réunion qu'on avait fait à la commission stationnement, circulation, et donc on va mettre en place un calendrier pour finaliser le projet stationnement. Donc le but, c'est de faire 3 groupes, qui vont travailler sur différentes problématiques. Des réunions avec ces groupes, avec une invitation du cabinet Statium, qui pourra en fait débattre avec vous et essayer de ressortir les choses principales concernant justement le stationnement à Moutier, et après la démarche qui va être employée et mise en œuvre. Voilà. Donc en gros on a fait un groupe 1. Alors on a donné des noms. Après, si les noms ne conviennent pas, il n'y a pas de souci. On va pas se battre, c'est pas le soir, d'accord? On est juste là, on me dit moi ça me convient pas ici, on peut changer. Groupe 1, la problématique des acteurs économiques et commerçants. Donc composition proposée, Florence Carpetta en pilote.
D'accord. T'es pas au courant? Jean-Charles Massiago. Bernard. Vous m'avez entendu? Bon. Anne Budarlière, la secrétaire, le président de la FAEM, et puis avec toujours l'appui du cabinet Statium. D'accord? Alors, donc le document, je l'ai là, on vous fera une photocopie, on vous le transmettra, hein, vous inquiétez pas. Sauf s'il y a des modifications, on les fera les modifications avant de vous les transmettre. Donc la thématique, c'est inciter intelligemment à venir dans les commerces dans le cadre du stationnement payant, l'offre de stationnement pour les commerçants et leurs salariés, la question des flottes commerciales et des loueurs, les entreprises et entités à forte densité de salariés, banques, assurances, administration, collèges et lycées. D'accord ? Donc on a déjà une date proposée pour rencontrer justement, pour se réunir. Ça serait le 8 février à 14h. Groupe 2, l'optimisation et l'extension de l'offre de stationnement. Donc, Jean-Charles en pilote, Fabienne Bastier, Jackie, Séverine Ferrari en tant que secrétaire, Philippe Dalia, un point de vue technique, et toujours donc avec notre cabinet Statium. La thématique, modalité spécifique de travail avec des parkings privés, préemption éventuelle, projet de parking à étage à la Chaudane, projet de parking silo et de parc fermé, donc on a les besoins, sites potentiels, montage juridico-financier, études préalables, calendrier mise en œuvre. Pour la première petite réunion sympathique, c'est le même jour à 15h30. Le 8 février à 15h30, qui doit être un mardi ou non ? Un jeudi, voilà, donc il faut que je me note parce que... Groupe 3, la nouvelle politique de stationnement. Donc, composition, Philippe Soumelin, il est d'accord. Noir Tismoun, Mireille Baird. Pourquoi pas. Daniel Koslev en tant que secrétaire et l'appui du cabinet Statium comme d'habitude. D'accord. Thématique, cartographie des zones de stationnement, travail sur grille tarifaire, équipement adapté pour les forfaits post-stationnement, moyens consacrés, SVP, etc. Et nous, on se réunira à 17h. C'est le même jour. Vous ne serez pas sur le métier. Pardon? Elle sera pas sur le métier. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a mis tout le même jour, de façon que le cabinet Statium, il puisse, Celle de 15h30 à 17h. Ah bah, attends. Bah ouais, mais après, Oui, on a... ce que je vous propose, attendez. Allô. Ce que je vous propose, on retient les principes, on retient l'organisation, on retient aussi le fait que les trois se tiennent le même jour avec Statium. Par contre, le détail c'est pas moi, mais ça sera mon copain, où on met l'horaire, on le fait hors séance, parce que là, on est quand même dans une séance publique, donc on s'en tient au principe pour l'instant. Oui, alors non, mais c'est pas ça du tout. Au niveau du principe de faire des groupes de travail là sur ce sujet-là, c'est très très bien. D'ailleurs, j'ai participé à la commission circulation et c'est très bien d'avancer sur ce sujet, puisque effectivement il y a déjà beaucoup de communes qui ont délibéré. On sait qu'actuellement, au niveau du stationnement payant de la ville, ils sont actuellement, on a mis des sacs par-dessus les bornes. Ça veut dire que il n'est plus payant provisoirement pendant au moins 3 mois. Donc bref, tout ça pour dire que on a effectivement pris du retard sur ce dossier-là, puisqu'il fait partie d'une loi, il s'est intégré à la conséquence d'une loi pour laquelle d'autres communes ont anticipé, nous ne l'avons pas fait. Donc je pense pas que c'est uniquement parce qu'on vous laisse donner le temps de la réflexion, c'est parce on s'est pas donné le temps avant d'anticiper notre réflexion au préalable. Donc ça c'est juste, disons, un petit détail. J'ajoute, petit détail pour petit détail, que sans doute on peut considérer qu'on ne s'est pas donné les moyens suffisamment tôt. Je voudrais juste ajouter une dimension, c'est que on a commencé en même temps que les autres. Mais la situation du stationnement à Moutier, d'ailleurs si à Moutier le stationnement allait bien, ça se saurait. Sauf que donc on a commencé en même temps que les autres et on a voulu faire travailler Statium d'abord sur une approche d'ensemble déconnectée de la dépénalisation. On aurait pu ne pas faire travailler Statium et s'attaquer tout de suite à la dépénalisation. C'est pas le choix qu'on a fait et je pense que les quelques mois qu'on se donne de plus représentent en réalité rien en recette par rapport à l'enjeu même auquel on s'adresse. Ouais.
Je suis d'accord qu'il fallait faire travailler Statium, même si effectivement, en gros, ce qui est le résultat du rapport Statium, enfin, de l'enquête qui a été faite, elle converge par rapport aux éléments de l'enquête qui avait déjà été faite préalablement, je ne sais plus si c'était en 2009 ou 2010, dans le cadre du mandat précédent. Simplement, ce que je voulais dire par là, et ça me permet de faire ce commentaire concernant Statium, comme je l'ai dit l'autre jour en commission circulation, qui s'est réunie en décembre, on avait... moi personnellement en tant qu'élu, j'ai questionné un jour quelqu'un que je voyais prendre des notes sur les parkings devant chez moi, et c'est comme ça que, bien qu'étant élu municipal, j'ai appris qu'il y avait une étude qui était en cours. Ça permet de rebondir sur un sujet plus large, à savoir qu'en tant qu'élu, je trouve qu'il serait un petit peu normal qu'on soit au courant quand même avant la population, mais au plus tard en même temps, des choses que le maire ou la majorité ont décidé sans que tous les conseillers aient été informés préalablement. Et c'est vrai que, bon, ça me gêne pas d'être abonné au Dauphiné Libéré, je le fais volontiers, mais je regrette un petit peu d'être obligé d'être abonné au Dauphiné Libéré pour avoir les informations de ma commune en tant qu'élu. Et je vous fais une proposition à ce sujet-là, c'est une parenthèse, ce serait que à chaque fois qu'il y a un communiqué de presse de la commune, si vous pouviez, avec un clic, simplement en donner information aux élus, ce serait peut-être pas mal. Pour l'intérêt général, hein, pour que quand les gens nous questionnent, on passe pas pour des gens qui sont au courant de rien, quoi. Voilà. Et puis donc là c'était une parenthèse. Je voudrais finir par rapport à la question du stationnement. Pour la méthode de travail, comme je l'ai dit en commission circulation, je trouve qu'il serait plus cohérent, comme on l'avait fait dans le cas de la commission PLU, à ce qu'il y ait si possible, s'ils le souhaitent, bien sûr, s'ils le souhaitent, mais en tout cas moi je le souhaite, qu'il y ait les mêmes personnes dans les trois groupes, parce qu'il y a forcément des interactions des différents sujets. La problématique des commerçants, il est important qu'elle soit prise en compte quand on discutera de la méthode de tarification et de la politique de stationnement. Et donc, pour pouvoir faire une bonne synthèse à la fin, je pense que si les membres des groupes de travail le souhaitent, je trouve qu'il serait plus cohérent qu'on ait une continuité des personnes. Voilà. Et qu'en tout cas, vous ne nous interdisiez pas, si on s'entend entre minorités, que vous ne nous interdisiez pas une continuité des personnes dans les différents. Non, mais moi, je ne suis pas opposé du tout. De toute façon, il y a un moment de mise en commun entre les trois, de toute façon, mais je ne suis pas opposé. Le fil conducteur dans cette affaire, c'est d'abord Philippe Soublin. Donc, et Jean-Charles Massiago, il travaille en tandem d'ailleurs sur ce dossier. Voilà, donc il y a un fil conducteur, en tout état de cause. Après, ce que je souhaite, c'est effectivement, on ne l'a pas dit là, mais que les trois groupes puissent avoir un temps de synthèse sur leurs travaux, parce qu'il faut qu'il y ait de la cohérence entre tous. Voilà. Après, on arrête des formes. Hein, voilà. Bon, de toute façon, ça n'appelle pas de délibération. Hein. C'est un point d'information pour qu'on voit comment on pilote sur ce dossier important. Sur ce dossier très important au regard des enjeux pour la commune. Voilà. Et sur ce dossier, je dirais même historiquement important. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je suis très heureux qu'on puisse travailler de cette manière-là. Je voulais, pour terminer nos travaux et sans alourdir le temps, et plutôt par transparence, vous dire que dans le dossier de contentieux que nous rencontrions sur le secteur des cordeliers. Le jugement est arrivé et je ne peux pas dire que nous ayons gagné, mais il y a une certitude, c'est que nous n'avons pas perdu. Voilà. Non, mais je suis attaché à le dire comme ça, parce que vous vous souvenez que l'enjeu était de plusieurs centaines de milliers d'euros, entre 400 et 600 000 en fonction de la manière avec laquelle nous calculions ce dossier, ou la pénalité. Et je ne peux pas dire non plus que nous ayons totalement gagné, puisque nous sommes contraints de verser quelques sommes aux uns et aux autres, notamment au titre de l'article 700. Mais ça, je veux dire, c'est presque dans le jeu de la procédure. En tous les cas, la défense que nous avons adoptée a été, je crois, la bonne. En tous les cas, elle a été entendue. Nous avons eu
a procédé parfois de manière un peu forte ou indélicate, je le conçois, mais c'est aussi cette manière forte qui a permis du coup de prendre des positions très fermes à l'endroit des décisions antérieures et des enjeux que ce dossier faisait porter pour la commune. Donc, globalement, et sans rentrer dans les détails, sachez que nous sommes reconnus dans notre droit d'un ouvrage à cet endroit-là, que nous avons quelques loyers à payer plutôt sur le pourtour de l'ouvrage, ce qui va entraîner donc quelques frais pour la commune, mais on est sur des montants qui sont évidemment réduits. On parle de 200 et quelques euros par an. Et puis au titre de l'article 700, nous allons verser 3 000 euros d'un côté, 1 000 euros de l'autre. Donc on est sur un dossier où on va s'en sortir à moins de 10 000 euros, alors que l'enjeu était entre 400 et 600. C'est pour ça que je dis on n'a pas gagné, mais je dis on n'a pas perdu, mais je dis pas on a. Bon, vous avez compris. Voilà. C'est un dossier sur lequel nous allons mettre quelques milliers d'euros, mais qui reste quand même, en tous les cas, à titre personnel, je le vois comme une véritable satisfaction. Voilà. Nous en sommes arrivés à la fin de nos travaux. Philippe. Je m'excuse, Fabrice, je ne veux pas prendre la parole après toi, donc j'avais une information. Non, donc voilà, tu vas comme ça, avant que tu ne conclues ou que tu aies d'autres choses à nous dire que dans le cadre de la Coupe Davis, le tennis club de Moutier emmènera lors des entraînements de la Coupe de France, et cela gratuitement, 44 jeunes de la commune qui... La Coupe de France. Ah, Coupe Davis, pardon. C'était la Coupe Davis, pardon. Bien, coach. Donc, on emmène un quart complet donc, à l'entraînement de la Coupe Davis le 31 janvier. Voilà. Oui. Très bien, merci Philippe. Et comme il faut que je dise quelque chose pour conclure, j'ajouterai simplement que nous avons un premier déplacement qui est organisé samedi pour aller au musée des Beaux-Arts découvrir, redécouvrir, apprécier l'exposition consacrée à Anselme Boisvive, que c'est aussi ce samedi 20 que nous avons à 18h une conférence qui est donnée sur le thème de Boisvive à 2 voix, par Bruno Berthier, plutôt sur la partie historique et la remise en contexte de l'œuvre de Boisvive dans son milieu de travail. Et la deuxième voix, c'est Norbert Dufort, qui est un expert de l'art brut et qui donnera aussi sa lecture d'abord de la définition de l'art brut et puis de la manière avec laquelle ça peut être qualifié pour Boisvive. Ça se passe à 18h et ça se passe à la Maison de la Coopération intercommunale. Avant cela, il y aura demain, à 20h30, le concert du Nouvel An qui sera donné ici à la salle des fêtes. Voilà. Et j'espère que vous y serez nombreux parce que moi, je ne vais pas avoir la chance d'y être, donc vous en profiterez pour moi. Et Eric, qui me fait vous dire que l'EST continue de jouer, compte tenu du contexte hivernal et de la viabilité des terrains. Nous avons un accord avec la ville d'Albertville, ce dont on peut se féliciter, et on joue sur leur terrain synthétique ce samedi 20 et le samedi 27. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et je vous remercie.